Pardon. On continue donc cette séquence dédiée à la mobilité de ce forum zéro carbone. Le monde d'après-Covid va-t-il consacrer le retour de la voiture individuelle? La semaine dernière, c'est le patron de la SNCF qui l'a dit, le grand gagnant de la crise du coronavirus sera probablement la voiture. Dans un contexte sanitaire critique, la voiture est jugée comme permettant la distanciation sociale la plus sécurisée. On a vu que les Français se sont jetés dans les concessions automobiles à chaque déconfinement avec peut-être une nouveauté, une plus grosse appétence pour les voitures électrifiées. Les différentes études ont également toutes montré que les Français étaient encore très attachés à leur voiture. Oui, mais voiture électrique ou pas, la voiture continue de congestionner les villes et les agglomérations ont accentué leur politique de réduction du trafic automobile. Pour en parler, j'accueille Patrick Pellata. Aujourd'hui, vous êtes consultant, vous êtes connu pour votre carrière d'industriel de l'automobile, puisque je rappelle que vous étiez numéro 2 du groupe Renault, et vous avez livré l'an passé un rapport commandé par Emmanuel Macron pour favoriser l'émergence d'une filière électrique en France. Nicolas Meillan, vous êtes conseiller scientifique chez France Stratégie dans le domaine du transport. À mes côtés également, Jean-Philippe Doyen. Vous avez réussi à vous libérer finalement. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes président de Six France, le célèbre loueur de voitures. Et en visioconférence, nous avons le maire de Bègles, monsieur Clément Rossignol-Puech. Alors justement, monsieur le maire, quelques mots peut-être sur la place de l'automobile dans une ville de taille relativement petite. Il y a 26 000 habitants, je crois, à Bègles. Est-ce que le confinement a changé ce rapport des habitants à la place de la voiture ? Alors, si vous permettez, donc déjà bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Si vous permettez, je vais répondre en tant que maire de Bègles, d'une ville de presque 30 000 habitants, à vrai dire, mais aussi en tant que vice-président de Bordeaux Métropole en charge de la mobilité, une agglomération de 800 000 habitants, puisque j'ai ces deux responsabilités. Alors, ce qu'on a assisté en fait, ce qu'on assiste actuellement, c'est en effet une baisse de l'usage des transports en commun. Par exemple, cette semaine, nous sommes à moins 50% de fréquentation des transports en commun par rapport à une semaine classique, la même semaine l'année passée. Alors, il y a un effet confinement, en effet, mais avant ce deuxième confinement, nous étions quand même à moins 30% à peu près, moins 25, moins 30% d'utilisation des transports en commun. Nous assistons à une stabilisation de l'usage de la voiture automobile, malgré le fait qu'il y a moins de déplacements, donc un usage plus important, et une augmentation très forte de l'usage des vélos également. On assiste à un vrai boom de cyclistes, on est à plus de 15%. Donc en effet, on peut s'inquiéter, vous avez raison dans votre introduction, que cette crise coronavirus Covid-19 incite les personnes à revenir sur la voiture individuelle et ses corollaires pour les grandes agglomérations comme la métropole bordelaise, à savoir les embouteillages et également des enjeux sanitaires liés aux particules fines et à la qualité de l'air. Je vous rappelle, évidemment, vous le savez tous, que la qualité de l'air et la pollution de l'air engendrent 48 000 morts prématurées en France. Donc c'est une vraie problématique pour nous, en effet, puisque nous avons une politique volontariste de report modal depuis de nombreuses années pour inciter les gens à prendre des transports en commun. La part modale augmente, mais également les modes actifs, vélo et marche à pied. Et donc là, il faut qu'on arrive à convaincre, en sortie de cette crise sanitaire, les usagers des transports en commun de revenir vers les transports en commun. Et donc ça va être pas une mince affaire, mais quand même le lueur d'espoir quand même, c'est que les gens se mettent aussi à faire beaucoup plus de vélo, comme je le disais. Donc on a aménagé un grand nombre de pistes cyclables temporaires au sortir du premier confinement, aux alentours du mois d'août-septembre, sur un grand nombre d'axes principaux qui avaient 2 voies voitures. Et donc nous avons réservé une de ces voies pour avoir un couloir de bus, mais autorisé aux cyclistes. Donc là, on a vu une augmentation de la fréquentation, même dans les transports en commun, sur ces couloirs bus, et également sur les cyclistes, sur les boulevards, par exemple, de la ville de Bordeaux. Après, la voiture, il faut qu'elle a sa place dans évidemment l'espace public, mais elle doit avoir sa juste place. Et sa juste place,
comment nous, on voit les choses, c'est plutôt une place partagée, c'est-à-dire qu'on souhaite développer des nouvelles mobilités comme le covoiturage ou l'autopartage. Et c'est vrai que cette crise sanitaire va peut-être impacter encore plus ces nouveaux usages de la voiture. Nicolas Meillan, la question de la place de la voiture, c'est depuis longtemps un totem, hein. C'est souvent source de tension. On en a parlé tout à l'heure, hein, le mouvement des Gilets jaunes, ça a été un peu un pic de tension autour de cette place de la voiture. Est-ce que pour autant vous observez que le statut de la voiture est condamné au changement? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inéluctable là-dessus ou pas? Alors je pense qu'il faut distinguer les endroits où il y a des alternatives à la voiture et les endroits où il n'y en a pas. En ville, dans les grandes villes, les gens qui habitent les grandes villes, à Paris, seulement 10% des Parisiens utilisent leur voiture. Pourquoi? Parce que c'est plus compliqué, ça coûte plus cher, et donc, par le bon sens, ils prennent leur pied, un vélo ou un bus ou un métro. Le problème, ce n'est pas dans les villes. Pour moi, le problème, c'est les gens qui n'ont pas d'alternative à cette voiture-là. Je rappelle juste un chiffre. On parle beaucoup de vélo, de transport en commun, etc. Mais la place de la voiture depuis 25 ans, c'est 80% des kilomètres passagers, et ça n'a pas bougé d'un iota. D'un iota. Et il y a des gens qui ont besoin de leur voiture. Et ces gens-là, quand on regarde les Gilets jaunes, qui est allé dans la rue? Est-ce que c'était les Parisiens? Non. Est-ce que c'était la première couronne? Non. Est-ce que c'était la deuxième couronne? Non. C'était la diagonale du vide. Donc le problème de mobilité, c'est ces gens-là. Et c'est à ces gens-là qu'il faut trouver une solution. Et aujourd'hui, ils n'ont pas le choix de la démobilité. Entre guillemets, la démobilité, c'est un choix de, entre guillemets, d'urbain ou de riche. Mais quand on doit aller au travail, on n'a pas le choix. Il faut prendre sa voiture. Mais les Gilets jaunes, c'était avant la crise du coronavirus. Est-ce que la crise du coronavirus n'a pas changé justement ce rapport à la voiture individuelle et peut-être renforcé ces cohortes qui défendent cette voiture, qui dépassent peut-être cette diagonale du vide? Moi, je pense qu'il y a, si vous voulez, il y a, sur la voiture individuelle, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a eu un peu de télétravail, donc des gens qui l'ont un peu moins pris. Et il y a eu un transfert modal, un report modal des transports en commun. L'un dans l'autre, ça s'équilibre plus ou moins. Et comme le disait David Béliard, le vélo, c'est principalement du report du transport en commun. Ce n'est pas du report de la voiture. Donc sur la voiture individuelle aujourd'hui, les gens, ils l'utilisent, un, quand ils en ont besoin, et deux, parfois, effectivement, s'il y a un peu moins de trafic, ils vont l'utiliser un peu plus. Donc tout ce qu'on avait enlevé comme trafic, ça va revenir. Et puis dès qu'on va revenir au même niveau, ils vont se dire « Ah ben finalement, je vais reprendre le transport en commun ». Mais on ne voit pas de changement fondamental. Peut-être un petit renforcement, mais pour l'instant, la voiture individuelle est là. Et effectivement, c'est un peu préoccupant pour le transport en commun. Quand on entend moins 50%, c'est quand même significatif, encore moins 30 aujourd'hui. Et quand on regarde les résultats de la SNCF, de la RATP, il y a un petit peu de souci à se faire. Patrick Pellata, construire des voitures, ça a été une partie de votre carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez, vous, un crépuscule de la voiture individuelle? J'entends voiture au sens individuel du terme. On parlera après peut-être de voiture partagée ou peut-être... Oui, parce que la voiture, ça peut faire d'autres choses que transporter une seule personne, quoi. Donc, d'abord, la première chose, je pense qu'il faut rappeler les grands chiffres, quoi. En termes de, vous avez parlé en termes de véhicules kilomètres, mais on peut parler, ou passagers kilomètres, on peut parler en termes de nombre de trajets. Aujourd'hui, la voiture, la dernière enquête nationale, là, c'est 63%, la marche 23%, les transports en commun 9%, le vélo 2,5%. Ça, c'était avant la dernière, c'est 2019, donc avant le Covid. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui s'est passé avec le Covid, ça s'est écroulé par endroits de 90%. Hein, c'est vraiment. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'au mois de juillet, en Europe, par exemple, c'est remonté au-dessus de 2019. Donc, et probablement parce que les gens ont moins pris l'avion. Ou le train, je ne sais pas. En tout cas, c'est remonté au-dessus de 2019 et de 10, 15, 20%. C'est pas négligeable. J'ai aussi regardé les statistiques américaines. Aux États-Unis, ils publient énormément de choses à la semaine. Et je vais en parler très vite là. La mobilité elle-même, elle a été réduite en termes de nombre de déplacements essentiellement automobiles aux États-Unis. C'est encore maintenant, là, c'est stable depuis le mois de juin. Ça a fait le même plongeon qu'en Europe, un petit peu moins, mais c'est à moins 30%. Moins 30% sur la mobilité. Donc on voit qu'il y a d'abord un écroulement de la mobilité qui, effectivement, aux États-Unis, a amené à moins de déplacements de la voiture. Ce n'est pas pour autant que la voiture, c'est son crépuscule, hein.
Mais quand on regarde les transports en commun, j'ai bien entendu le chiffre tout à l'heure de moins 50% maintenant et Ouais. moins 20, moins 5. Alors, aux États-Unis, si je prends New York, depuis juin, c'est moins 66%. Les transports en commun. Les 2 tiers du transport en commun à New York, ça a été divisé par 3. Si je prends San Francisco, que je connais bien pour y avoir vécu, ça a été divisé par 7. C'est moins 84%. Donc, on voit que là, quand les gens ont eu le choix, en fait, ils ont quitté les transports en commun. Pourquoi New York, c'est un petit peu plus que San Francisco? C'est parce que il y a plus de gens contraints. Hein. Donc les gens ont rebasculé sur la voiture et je dirais, ils s'y sont installés, on le voit bien à Paris maintenant, jusqu'à saturer donc il y a moins de déplacements au total, mais il y a autant de déplacements en voiture parce que tout simplement les gens saturent les infrastructures. Donc la voiture, elle est pour l'instant, faut pas dire que c'est son crépuscule, faut pas dire non plus que c'est un renouveau, mais elle est simplement toujours là et je pense qu'elle restera là en fonction de ce qui lui est offert en infrastructure. Alors après, on peut faire ce qu'on fait à Paris, c'est-à-dire on réduit l'infrastructure, donc on réduit le trafic automobile. Je pense qu'on peut faire ça tant qu'on ne réduit pas les mobilités. Si on réduit les mobilités, c'est-à-dire si on fait de la démobilité, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure dans le débat, contrainte, là ça explose. Les gilets jaunes, c'est intéressant parce que j'ai relu, moi, pendant la crise des Gilets jaunes, un vieil article, il a 4-5 ans, de l'INSEE, de Économie et Statistique, qui se posait la question pourquoi la mobilité baisse dans les zones rurales et à faible densité. Et en fait, ils se posaient la question, c'est bizarre, quoi. L'automobile, c'est plutôt moins cher qu'avant, etc. Pourquoi ça baisse? Eh bien, ça baisse parce que les gens sont contraints. Et ce qui montre, c'est que dans les différents usages de la mobilité en zone peu dense, pas pour tout le monde, hein, mais pour en gros la moitié des gens, ils ont réduit les mobilités pour le sport, pour les loisirs, pour le commerce, parce qu'ils sont contraints par la mobilité sur le travail. Donc là, vous avez un endroit où vous avez de la démobilité contrainte avant le Covid. C'est une démobilité subie. Subie. Et ça ne s'est pas amélioré, c'est pas en train de s'améliorer. En plus, c'est des zones où les gens doivent aller physiquement au travail. Hein, le télétravail, ça ne marche pas. Donc voilà. Donc comment ça va évoluer? Je pense que c'est difficile à dire. La chose qui est évidente, c'est le télétravail, ça augmente. On était à 6,6 en 2018-2019. On est passé à 25% au mois d'avril. Et je pense qu'on est probablement à la moitié là, hein, quelque chose entre les deux. On va voir où ça va se stabiliser. Le nord de l'Europe, ils sont entre 10 et 15% avant Covid. Hein. Donc je pense que ça, on va aller dans cette direction-là. Donc ça fait un petit peu moins. La deuxième chose, c'est le e-commerce. Le e-commerce est en très forte accélération. Plus 30, plus 40% en mai. Là. En juillet, c'était encore à plus 20%. En juillet, il n'y avait plus vraiment de confinement. Donc on peut dire que là, on a fait un bond. Aux États-Unis, ça a gagné en gros 1% de part de marché, hein, c'est-à-dire sur l'ensemble du retail. Oui. Ce qui est fait en e-commerce, ça a gagné 1% par an, à peu près à 10-11%. D'un seul coup, c'est monté à 15% quoi, en un trimestre. Et c'est resté. Et c'est resté. Donc on voit que cette mobilité-là, elle diminue. Et après, il y a des gens qui sont en mobilité contrainte et à qui je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez, Monsieur Meillan, il faut leur redonner de la mobilité, sinon ça va péter à nouveau, quoi, socialement. C'est pas acceptable. La démobilité subie, c'est pas acceptable. Quand on dit c'est un droit, malheureusement, ça peut pas être un droit. C'est quelque chose d'économique, donc c'est plus compliqué qu'un droit, mais c'est vécu comme un droit. On va y revenir hein, sur ce droit à la mobilité et la voiture individuelle. Jean-Philippe Doyen, vous ne construisez pas de voiture, vous les louez. Oui. Qu'est-ce que vous avez observé pendant cette période sur la place de la voiture? Vous avez beaucoup parlé, lorsqu'on avait préparé cet entretien, d'intermodalité, de hub. Comment est-ce que vous voyez les choses? Oui, alors, d'une part,
nous, on n'a pas constaté de report modal, le report modal attendu au début de la crise. Les acteurs de la mobilité partagée que je représente aussi, puisque vous savez que je représente au sein du CNPA. Oui, vous représentez la filière des loueurs de voitures. De la filière. On a vu donc une activité qui a baissé de 95% au mois d'avril, c'était encore 75% lors du deuxième confinement. Et il y avait un certain nombre d'acteurs qui nous disaient, vous allez voir, les gens vont se reporter vers la voiture. La réalité, elle est très, très différente, puisque en effet, la voiture, elle est aussi utilisée de façon intermodale. Donc moi, je ne crois pas du tout au fait que la Covid va aboutir à un report des solutions, notamment de transport en commun vers la voiture, peut-être à la marge pendant une période limitée. Et en revanche, je pense en effet que la voiture individuelle va continuer d'occuper une place centrale dans la mobilité. Je partage totalement ce qui a été dit tout à l'heure, et qu'elle va continuer sa révolution pour être toujours plus vertueuse. Et donc effectivement, je crois que parmi les sujets qu'il nous faut travailler, il y a notamment celui de l'intermodalité. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas être contre la voiture, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de déplacements qui ne pourront se faire qu'avec la voiture. Le phénomène des gilets jaunes nous a montré en effet que la question de la mobilité, c'était une question qui était très importante dans le quotidien des gens. Et je crois d'ailleurs que cette crise, elle a démontré aussi l'avantage de la mobilité, enfin l'intérêt de la mobilité. À partir du moment où la mobilité est contrainte, on voit à la fois qu'on perd en liberté, qu'on dégrade la situation économique de l'ensemble de nos pays. Donc je pense que ça, c'est aussi une des leçons de cette crise du coronavirus, et qu'on a tous besoin de mobilité à titre personnel comme à titre économique. Et donc je crois qu'on a besoin de travailler à la fois à un maintien de la mobilité, mais en faisant en sorte qu'elle soit la plus vertueuse possible. Et une des clés, à mon sens, c'est en effet travailler sur l'intermodalité, ne pas forcément être contre la voiture, mais plutôt travailler à en limiter son usage excessif pour les usages qui peuvent se passer de la voiture. Il y a effectivement quelques usages pour lesquels on peut se passer de la voiture, mais encore faut-il donner la possibilité à ses concitoyens de recourir à des formes alternatives, ce qui n'est pas le cas partout, comme le disait M. Meillan tout à l'heure. Monsieur Clément Pouech, c'est un petit peu le message des intervenants ici, c'est attention, ça va péter, c'est ce que me dit monsieur Pellata. Il faut pas. Comment continuer à développer cette mobilité, ne pas priver les gens de mobilité? Comment est-ce que vous, en tant que maire de Bègles, vous intégrez ça dans votre politique de mobilité? Alors, Est-ce qu'il y a un danger social? Est-ce qu'il y a des tensions sociales, et quelles solutions pour une mobilité vertueuse? Alors, il y a une vraie tension sociale qui existait avant la crise sanitaire. Les Gilets jaunes montrent qu'on arrivait à un modèle un peu à bout de souffle d'aménagement du territoire et de mobilité, puisque certaines personnes étaient, j'allais dire reléguées, le terme est un peu fort, mais en tout cas, ils n'avaient pas le choix que d'aller à plus de 50 km de leur zone d'emploi, et donc étaient prisonniers de leur voiture individuelle pour faire des allers-retours de plus en plus longs et coûteux. Donc ça, la crise sanitaire vient accentuer cette crise sociale, ce modèle économique de répartition des richesses qui ne fonctionne pas bien en France, puisque les pauvres s'appauvrissent, la classe moyenne a peur du déclassement et les ultra-riches s'enrichissent. Donc la crise sanitaire, malheureusement, on voit, vient accentuer cet effet-là. Et donc, il faut absolument éviter la démobilité subie. Je suis complètement d'accord avec les intervenants. Par contre, il faut aider à la démobilité choisie. Alors, ça peut être du télétravail. Il faut être en capacité d'organiser des tiers-lieux où on va pouvoir, pour celles et ceux qui le peuvent évidemment, eh bien, travailler une journée en télétravail, soit chez soi, soit dans des centres-villes, centres-bourgs, centres-villages, pas loin des gares par exemple. Nous, sur la métropole bordelaise, on va développer le RER métropolitain, qui est en fait l'utilisation du TER comme un RER avec le cadencement à la demi-heure puis au quart d'heure de TER dans la métropole pour aller chercher en fait ces habitants qui habitent jusqu'à 50-60 km du centre de Bordeaux pour leur éviter justement d'être prisonniers de leur voiture.
Après, je voulais juste dire quelques réactions, dire que le report modal actuel vélo, parce qu'on voit une augmentation des cyclistes, alors ça c'est pour les urbains, je suis d'accord, et pour les distances courtes, soit dit en passant, avec un vélo à assistance électrique, on peut faire quand même plusieurs kilomètres. La situation bordelaise n'est pas la situation parisienne où le report modal se fait en effet des transports en commun vers le vélo. Sur Bordeaux, l'utilisation de la voiture est bien plus importante, donc le report modal se fait par moitié à peu près. On a un vrai report modal voiture, vélo. La preuve est que c'est que tous les vélocistes sont complètement dépassés, débordés par la prime en fait réparation du gouvernement qui a été doublée par une prime locale. Donc il y a des listes d'attente très longues et le succès est vraiment au rendez-vous. Donc après, moi je pense que les loueurs sont les alliés des collectivités, puisqu'ils proposent l'utilisation de voitures individuelle, par exemple, mais une utilisation raisonnée dans le sens où on vient utiliser sa voiture de manière individuelle que si on en a vraiment besoin. Et donc, il faut d'abord travailler ce que disait monsieur le doyen, c'est la multimodalité, c'est-à-dire proposer des alternatives en termes de mobilité, transport en commun, vélo, par exemple, ou également mobilité statique, enfin des mobilités télétravail, et puis in fine, si c'est pas possible, s'il n'y a pas de solution, eh bien, justement, voiture collective, puisqu'on va aussi mettre en place des voies réservées au covoiturage et au télétravail, des voies structurantes, toutes les voies structurantes de l'agglomération bordelaise, nous avons la volonté de réserver des voies sur les autoroutes et sur la rocade, comme le périphérique. Justement, on dit souvent que l'intermodalité, c'est un sujet parisien. Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'à Bègles aussi, on peut faire de l'intermodalité, créer des hubs d'intermodalité, de multimodalité? C'est notre objectif et on le fait. C'est-à-dire que la gare Saint-Jean est un hub de multimodalité, vélo libre-service, bus, tram, TER, train grande ligne, donc également autopartage, covoiturage. Donc on travaille en effet toutes les solutions de mobilité et toutes les autres gares de l'agglomération deviennent des pôles multimodaux. Donc on est vraiment dans une stratégie multimodale où on vient proposer un panel de mobilité aux habitants pour qu'ils puissent choisir en fonction du déplacement qu'ils souhaitent faire, qu'il soit professionnel ou de loisir. Et c'est vrai que, par contre qu'on assiste à une baisse de la mobilité pour les déplacements autres que professionnels. Ça, alors, pendant le confinement, évidemment, mais même hors confinement, on voit que le nombre de déplacements par personne diminue depuis à peu près un an. D'accord. Nicolas, la voiture, une voiture vertueuse, elle n'est pas seulement individuelle, elle est partagée, c'est ça peut-être le monde d'après de la place de la voiture, la juste place de la voiture? Si effectivement on regarde le monde d'après, moi je suis d'accord et je pense que la plupart des personnes autour de cette table est d'accord. Quand on peut se passer d'une voiture individuelle, il faut le faire. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir une alternative, il faut avoir un vélo. Donc toutes les initiatives mises en place effectivement pour mettre des pistes cyclables protégées, ça permet, alors peut-être un peu moins à Paris, mais plus dans des villes en province, comme vous le disiez, avec le Bordeaux, de report modal. La voiture individuelle, il faut éviter de la prendre quand on peut s'en passer. Pour un certain nombre de raisons, la pollution, mais peut-être qu'un jour on aura d'autres soucis, peut-être de disponibilité de pétrole aussi. Et donc le problème, c'est, une fois de plus, 80% des trajets kilomètres, 64% des déplacements, c'est en voiture. Comment est-ce qu'on fait pour ces gens-là qui ne vivent ni à Bordeaux, ni à Paris? Ils vivent dans la diagonale du vide. Quelles sont les alternatives? Pour eux, le transport en commun, trop cher. Trop cher, pas assez dense, pas assez de personnes, trop cher. Pas de transport en commun, c'est pour ça qu'ils n'ont pas le choix. Demain, peut-être la voiture autonome, parce que la voiture autonome, on n'a pas de chauffeur, donc ça coûte 3 fois moins cher qu'un taxi, et demain, on pourra peut-être les chercher en voiture autonome. Mais demain, quand? Ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Donc on pourra faire une conférence dans 10 ans sur le sujet. La solution dont vous avez parlé et qui est la bonne, et dont malheureusement on n'a pas parlé à la table ronde précédente, ça s'appelle le covoiturage. C'est que cette voiture, elle va rester là, mais il va falloir qu'elle soit mieux dimensionnée, plus petite, adaptée à son trajet, adaptée à son usage, et qu'elle soit remplie. Pas par une seule personne, 1,1 comme 90% des trajets domicile-travail, mais par 2 personnes, par 3 personnes. Et le covoiturage, c'est d'autant plus pertinent dans ces régions pas denses. C'est le transport en commun des personnes qui n'en ont pas. Donc moi, quand j'entends
et je félicite le maire de Bègles-Bordeaux. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est ce qui a été mis en place depuis 50 ans aux États-Unis, à San Francisco notamment. Ça s'appelle une voie de covoiturage. Qu'est-ce qu'on attend pour donner un avantage de temps à ces gens qui sont prêts à un effort? Parce qu'on va faire un effort, on va le choisir, on ne va pas le subir, mais on va faire un effort pour prendre quelqu'un avec soi dans sa voiture. Et ce ne sera pas n'importe qui, a priori ce sera un de ses collègues, un de ses voisins, quelqu'un qu'on connaît. Et pour moi, la bonne nouvelle, ce dont personne ne parle, mais la révolution qui se passe, et ça a commencé avant le Covid, c'est que les collectivités locales commencent à comprendre l'intérêt du covoiturage et que c'est parfaitement complémentaire au réseau de transport en commun existant et que ça permet de remobiliser, de redonner de la mobilité aux gens comme les Gilets jaunes finalement qui avaient petit à petit s'étaient démobilisés. Et pourquoi est-ce qu'ils sont allés dans la rue? Parce qu'ils ne pouvaient tout simplement plus aller au travail. C'est pour ça qu'ils étaient sur les ronds-points. Jean-Philippe Doyen, vous voulez réagir sur cette notion de covoiturage, vous qui travaillez quand même sur la fin de la propriété automobile? Oui, finalement, je me dis, quand j'écoute tout le monde autour de cette table virtuelle, c'est que la Covid, elle nous aura permis peut-être de nous réconcilier les uns les autres, parce que nous, ça fait un certain nombre d'années qu'on vit assez mal, finalement, cette mobilité sous le thème de la culpabilité. Et je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs. On est tous d'accord pour dire qu'il faut travailler une mobilité plus vertueuse, qu'on a envie d'offrir à nos enfants, nos petits-enfants, une terre qui soit respirable, qu'il y a eu un certain nombre d'excès. Et en revanche, on a souvent opposé les modes. Et la réalité, c'est que il faut se rendre à l'évidence. Il y a des situations très différentes en effet en territoire rural et en territoire urbain. En territoire rural, je partage complètement ce qui a été dit sur le fait que les finances ne sont pas disponibles pour développer souvent de manière beaucoup plus massive les transports en commun. Et donc la voiture va rester et la question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut la rendre plus vertueuse. Et alors là, il y a plusieurs aspects. Il y a d'une part effectivement le covoiturage qui est une solution. Je pense qu'il y a aussi puisque actuellement il y a cette révolution du verdissement des flottes qui est en marche. Je pense qu'il y a aussi tout un arsenal qui a commencé à se mettre en place, mais qui peut être renforcé pour accélérer l'électrification des flottes. De ce point de vue, les acteurs de la mobilité partagée sont aussi un partenaire, puisque nous représentons environ 12% des achats de véhicules chaque année. Et donc, plus on sera, nous, en capacité de promouvoir une mobilité verte, et plus on sera aussi capable d'alimenter le marché du véhicule d'occasion avec des véhicules plus vertueux. Donc, je pense qu'il faut, en effet, une fois pour toutes, arrêter d'opposer les modes et plutôt faire en sorte qu'ils puissent mieux communiquer. Un exemple, je partage totalement ce qui a été dit sur l'agglomération de Bordeaux. Plus de multimodalité, mais plus de multimodalité, ça veut dire vraiment se mettre autour de la table pour savoir comment est-ce qu'on peut la rendre aussi économiquement viable et pratiquement viable. Deux exemples. Aujourd'hui, les hubs de mobilité sont souvent les gares. Autour des gares, les parkings sont souvent souterrains. Et aujourd'hui, il y a de grosses problématiques qui se posent pour équiper les parkings souterrains de bornes de recharge électrique. Donc, on a un gros travail à accomplir ensemble pour faire en sorte qu'on puisse avoir les outils de recharge nécessaires pour que les gens puissent se rendre à la gare en voiture quand ils n'ont pas d'autre choix, et ensuite utiliser un mode lourd pour des déplacements plus éloignés. Et autre exemple, on parle beaucoup d'autopartage. Il y a beaucoup de villes qui ont poussé, y compris la ville dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui poussent l'autopartage en free floating, mais uniquement électrique. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique qui fonctionne pour un autopartage en mode full électrique en free floating. Pourquoi les collectivités n'acceptent-elles pas plus un mode d'autopartage qui accepterait une partie également de la flotte en véhicules thermiques pour que petit à petit, on puisse promouvoir encore plus les notions de passage de la possession à l'usage, quitte à ce qu'on se fixe des objectifs de réduction progressive de la part thermique des véhicules qui sont en partage.
Patrick Pellata, Nicolas Meillan vient de lancer un petit peu le sujet sur la voiture autonome. Est-ce que finalement, la voiture autonome, c'est pas l'étape d'après, la vraie étape d'après de ce que nous vivons, de la voiture individuelle? Ça change tout, ça change tous les paradigmes. Ça change beaucoup de choses, oui. Je pense que il y a un élément qui n'est pas bien pris en compte, je pense, pour l'instant, dans les questions sur la mobilité, c'est le fait que la voiture, elle est rentrée en révolution. C'est la première révolution, c'est la décarbonation massive. Là, c'est parti en Europe, c'est parti en Chine. C'est parti avec Tesla. Avec la Zoé avec Zoé de Renault, en même temps que Tesla, hein, je vous rappelle, j'en suis assez fier. On est à 10% maintenant si on compte les PHEVs, mais ça basculera complètement sur les véhicules électriques. Avec les réglementations européennes, on sera à 40% en 2030. Et la commissaire, la présidente de la commission est en train de sévériser, elle a raison, on risque d'être à 50% en fait. Donc ça c'est la première phase. La deuxième phase, c'est effectivement le véhicule autonome. Alors, entre-temps, il y a le covoiturage, mais ça pèse pas lourd aujourd'hui le covoiturage. C'est dommage, mais ça pèse pas lourd, c'est un fait, quoi. Il y a l'autopartage. Donc moi, je suis au conseil de Vulog, qui est la première plateforme mondiale de software là, pour l'autopartage. Les endroits où ça marche bien, quand même, ils arrivent à être profitables, et même en électrique. Mais c'est le cas à Madrid, ils en sont pas loin à Berlin avec Volkswagen. À Paris, ça marche pas bien pour l'instant. Enfin, je pense que vous connaissez bien. Mais ça, c'est intermédiaire. Parce que si on arrive avec le véhicule autonome, ça change tout parce que, comme vous l'avez dit, le coût dégringole, quoi. Donc, le coût d'usage devient... Par contre, il faut des voitures autonomes avec un seul passager, c'est une catastrophe. Là, il faut surtout pas. Donc, ça veut dire qu'il faut que les voitures autonomes, il faut qu'elles soient partagées. Il faut qu'elles soient partagées. Elles seront électriques, ça c'est évident, mais il faut qu'elles soient partagées. Et pour qu'elles soient partagées, il va falloir le réglementer. Et ce sera en zone relativement dense ou bien en zone peu dense à forte proportion de gens qui n'ont plus de mobilité. Des gens, à la campagne, j'habite en ce moment à 60 km de Paris, dans une petite ville ou un village, il y a des gens qui n'ont plus de mobilité, quoi. Donc ces gens-là, il faut la leur redonner, et ça c'est un moyen de le faire. Pour qu'elles soient partagées, et ça moi c'est une idée que je défends depuis longtemps, et c'est faisable, mais les voitures ne sont pas encore comme ça, il faut qu'on soit séparés dans les voitures. Il faut qu'on puisse se parler si on veut, mais il faut qu'on puisse se séparer si on veut. Et ça, c'est une demande très très claire. Le Covid n'a fait que rajouter cet élément-là. Ça, c'est faisable. Je pense qu'on verra ça arriver d'ici 4-5 ans. Et les voitures autonomes, alors, en ce moment, c'est très décrié à droite, à gauche. On dit, mais non, ça arrive pas très vite. Non, si, ça arrive vite. À Phoenix, ça tourne. Ça tourne sans chauffeur avec des clients payants. En Californie, ça tourne sans chauffeur avec des clients non payants pour Waymo, qui est Google, donc qui est le plus avancé. Mais il y a une trentaine de constructeurs, des nouveaux venus et des traditionnels qui testent des voitures sans chauffeur en ce moment en Californie. Donc oui, c'est en train d'arriver. Et ça veut dire que d'ici 2030, ce sera significatif, on va dire ça comme ça. Probablement pas dans les centres-villes où il y a déjà une offre de mobilité qui est remarquable. À Paris, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir ça en plus. Mais par contre, en périphérie, en deuxième couronne, où il n'y a que la voiture individuelle comme solution, ce sera une solution. Donc 2030, pour vous, la voiture autonome sera là pour la périphérie ? 2030, la voiture autonome, il y a un projet en ce moment qui personnellement, je pense, est essentiel pour la France, c'est de faire la Défense Roissy en véhicule autonome partagé. C'est soutenu par l'aéroport de Paris, la région Île-de-France, Renault, Waymo rejoint le PSA aussi. Waymo rejoint Renault pour faire fonctionner ça au niveau de la technologie. Donc ça l'objectif, c'est dans 1 an ou dans 2 ans, et c'est que ça marche bien au moment des Jeux Olympiques, quoi, pour que ça puisse être étendu à d'autres. Donc oui, c'est en train d'arriver, et ça c'est la fin. Enfin, c'est la fin de la révolution. Il n'y a pas de fin de la révolution en technologie, mais je veux dire, ça c'est l'étape d'après qui est vraiment très importante et qui, je pense, va permettre de redonner une place différente à la voiture.
faire diminuer très fortement la place occupée par la voiture dans les villes, parce que ça, c'est... je suis ancien constructeur automobile, mais je le dis quand même, elle a été donnée gratuitement à la voiture. On a donné la surface des rues gratuitement à la voiture, alors que cette surface, elle a une valeur sociale immense qu'on a redécouvert avec les terrasses des cafés en juillet, là, en juin et juillet à Paris, mais partout en Italie, pareil, etc. Dans cette surface, cette valeur-là, il faut la rendre, il faut l'enlever à l'automobile et la rendre, mais il ne faut pas faire ça contre une mobilité nécessaire. Ça me paraît extrêmement important. Et l'équilibre entre les deux, il va changer au fur et à mesure que la technologie va évoluer. Je pense qu'il y a des endroits où on est allé trop loin et ce n'est pas très bon. Et il y a des endroits où on peut faire beaucoup plus et c'est en train de se passer. Monsieur Rossignol-Pouèche, à Bègle, vous attendez la voiture autonome, c'est ce que dit Monsieur Pellata. 2030, Alors, vous êtes prêt? Alors, la voiture autonome, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais si, exactement comme ça a été très bien expliqué, s'il y a un changement d'usage de la voiture, c'est-à-dire que si cette voiture est partagée, à la fois dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire que si c'est à la fois de l'autopartage, c'est-à-dire un même véhicule pour plusieurs personnes, chacun fait son déplacement l'un après l'autre, mais surtout qu'il y ait plus de personnes en même temps dans la voiture. Il y a des calculs qui montrent que si, par exemple, sur la rocade bordelaise, actuellement, il y a sur 5 voitures, il y a 6 personnes transportées. Si on arrivait à mettre une 7e personne dans ces 5 voitures aux heures de pointe, on réglerait à peu près 3/4 des problèmes d'embouteillage, qui sont très importants parce que l'agglomération bordelaise, c'est la 3e agglomération la plus embouteillée d'après TomTom. Donc la voiture autonome, oui, mais si ça s'accompagne fortement d'un enjeu lié au covoiturage et à l'autopartage, et je suis d'accord, c'est plutôt un enjeu de périurbain plutôt qu'un enjeu de centre urbain, parce que pour les petits déplacements, finalement, on a quand même le transport en commun, le transport à la demande, le vélo, la marche à pied. Donc ça, ça peut être géré. Après, il faut réussir à convaincre, en effet. Une des solutions, d'ailleurs, ça n'a pas été du tout abordé, ça peut être les zones à faible émission, par exemple. Vous voyez, donc je ne parle pas de péage urbain, je parle de régulation des voitures en termes d'émissions de particules fines. Et puis aussi, il faut se poser la question de quel type de voiture, quand même. Parce que, ne serait-ce que hier... Électrique, dit M. Pellata. Elle sera électrique, dit M. Pellata. Oui, électrique, oui, mais il y a aussi la taille. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas pourquoi la voiture continue à augmenter en taille et en poids. Pourquoi les constructeurs... Vous pensez au SUV, c'est ça? SUV, 4x4 ou familial, tous les modèles grossissent. Moi, je roule en Zoé, voilà, électrique. C'est ma voiture de fonction. Même la Zoé a grossi. Alors, elle est très agréable. Je la prends avec beaucoup de plaisir. J'essaye d'être plusieurs dans ma voiture quand je l'utilise. Souvent, je prends le vélo plutôt pour aller à la métropole. Mais... Donc, et elle est plus lourde parce qu'elle a plus d'autonomie. Elle est plus lourde parce qu'elle a plus d'autonomie. 300 km d'autonomie, on peut faire beaucoup de choses avec. Mais bon, voilà, il y a quand même un enjeu quand même de quelle typologie de voiture on va développer pour nos centres urbains et nos grandes agglomérations, parce que les voitures continuent à grossir et l'espace urbain est rare et cher, comme c'est très bien dit. Donc je pense que la voiture aussi, l'avenir de la voiture, elle sera multiple, cette voiture. C'est-à-dire, suivant l'usage qu'on veut en faire, on prendra une petite voiture urbaine électrique, ou si on veut partir en vacances et qu'il n'y a pas de transport en commun, on prendra une plus grosse voiture familiale hybride, par exemple, rechargeable. Jean-Philippe Doyen, la voiture autonome, ça change le paradigme de la voiture individuelle, mais ça change aussi le paradigme de votre métier de loueur, de partageur de voitures. Vous préparez vous aussi pour 2030 ? Oui. Alors, ça fait un moment que de nombreux loueurs de véhicules, dont Sixt, ont compris qu'on passait d'une activité de location de véhicules à une vraie activité de fourniture de services de mobilité au sens large. Si vous allez aujourd'hui sur l'application de Sixt, vous verrez qu'on fait bien d'autres choses que uniquement de la location voiture traditionnelle. On propose également des véhicules en libre service, des solutions d'autopartage, des solutions de véhicules avec chauffeur. Et ces solutions de véhicules avec chauffeur, demain avec le véhicule autonome, finalement, on pourra se dire qu'il y aura un monde de la mobilité avec un certain nombre de plateformes qui viendront proposer des solutions qui seront
presque les mêmes, hein, puisque finalement un loueur, un VT6 sans chauffeur, c'est quelque part un loueur de véhicules et inversement. Donc, et je crois aussi que finalement le véhicule autonome, je partage complètement ce qui a été dit. D'ailleurs, on a vu qu'un certain nombre de constructeurs, y compris français, ont décidé de ne pas aller jusqu'à la phase 5 parce que, disent-ils, le véhicule électrique, le véhicule autonome coûterait trop cher. On a évoqué des montants de l'ordre de 100 000 euros. Donc je pense que de toute façon, c'est des véhicules qui, par nature, devront être exploités par un tiers qui viendra le mettre à la disposition de nos concitoyens. Donc je pense en effet qu'elle sera forcément électrique, qu'elle sera partagée et qu'il y aura de plus en plus d'acteurs. Ça va donc aller aussi dans le sens du développement de l'usage versus la possession. On va utiliser le véhicule autonome comme un service et on ne possédera pas forcément le véhicule autonome, en tout cas pas dans une phase, pas dans les prochaines années. Et par contre, je pense que ça prendra un petit peu de temps en Europe notamment, parce que la technique, elle est là. Les véhicules, ils sont presque prêts. En revanche, il y a encore des barrières, notamment un certain nombre de débats, y compris éthiques, qui se posent, qui vont prendre un petit peu plus de temps, à mon avis, à être aboutis en Europe. Nicolas, on a 1 minute pour conclure peut-être, avant de donner la parole au directeur général d'ADP qui va peut-être parler de voitures autonomes. Oui, la voiture autonome, on dit toujours son domaine de pertinence, il faut qu'elle soit électrique, il faut qu'elle soit petite, il faut qu'elle soit partagée. Mais est-ce qu'on doit attendre qu'elle soit autonome pour rouler avec des voitures petites et partagées? Non. Commençons tout de suite à faire du covoiturage, commençons tout de suite à faire des petites voitures, et si un jour elles deviennent autonomes et que ça permet de redonner de la mobilité à certaines personnes qui sont des oubliés, tant mieux. Et nous, c'était le sens de la mesure que nous avons proposée avec France Stratégie de bonus-malus sur le poids, où on donnait de l'argent aux gens pour s'acheter une voiture de moins de 1200 kg. Et cette mesure, elle a été prise en toute petite partie par le gouvernement et elle vient d'être supprimée par le Sénat. Donc, c'est pas pour tout de suite les petites voitures 1800 électriques. kilos hein, pour le 1800 gouvernement, c'est pas les 1200. Ça concernait 50 000 voitures, aucune voiture française. Exactement. Merci beaucoup, merci à tous. Et puis, je vais laisser la parole à Philippe Mabille.